Donc, vous allez vivre la finale du concours éloquence que vous avez fait en partie par classe ce matin. Ça va être un exercice qui ne va pas être facile pour vos camarades puisqu'ils vont passer seuls devant tout le monde. Donc, on sera assez strict sur le respect du silence. Alors, quand je dis du silence, pendant les interventions, parce que vous verrez que vos camarades vont certainement induire des jeux de scène, etc. Donc ça, vous avez le droit de participer, mais quand on dit stop, vous vous arrêtez pour qu'on puisse passer à autre chose. De plus, Monsieur Roth va vous expliquer comment vous allez pouvoir voter pour chacun, enfin à la fin, pour le ou les finalistes que vous aurez privilégiés. Alors très rapidement, normalement dans votre application sur École Directe sur smartphone, vous avez accès à un sondage, c'est-à-dire que les professeurs ont noté les 12 finalistes et vous pourrez à la fin, quand on fera le temps de vote, tous sélectionner votre candidat préféré. Soyez francs, hein, votez pas forcément pour le copain, votez vraiment pour la prestation, la meilleure, celle qui vous aura le plus plu. Alors, maintenant, on va vous demander un silence total. Je dis bien total, parce que du coup, les 12 finalistes vont s'enchaîner au fur et à mesure. Comme vous l'avez vécu ce matin, c'est un peu stressant. C'est encore plus stressant quand vous intervenez devant tout le monde, plus des enseignants. Donc, on reste de marre avant que chacun soit passé. Donc, on va commencer par le premier candidat qui va être Antoine. Les films, les séries, les animés. Un grand sujet, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un débat grave, important, essentiel même pour la survie de l'humanité durant un confinement. Faut-il regarder nos productions préférées en français ou en version originale? Effectivement, c'est une question légitime qui se pose de nos jours. Les divertissements audiovisuels étrangers que nous regardons sont doublés en français. Et c'est là que les problèmes commencent. Effectivement, certains de nos compatriotes français se méprennent en racontant que le doublage fait par nos camarades est tout simplement médiocre. Mais aujourd'hui, je vais vous ramener sur le droit chemin du doublage en vous prouvant que la VF est tout simplement magique. Premièrement, je m'adresse à ceux qui regardent les séries en VO. Avez-vous pensé à toutes ces personnes qui ont fait de leur métier le doublage? Ces personnes qui ont consacré leur vie à nous faire rêver à travers des films et des séries? Ces personnes, voulez-vous les mettre en cage, les mettre au chômage? Car c'est ce que vous faites en critiquant leur travail, en les repoussant et en faisant circuler des rumeurs comme quoi leur travail est bâclé. Pensez-vous à ces gens qui ont de moins en moins de quoi faire à cause de gens comme vous qui ne voulez plus écouter vos séries en VF, Mes chers camarades, voulez-vous mettre Brigitte Lecordier au chômage? Ou encore Donald Renew? Vous ne les connaissez pas, bien sûr, car le métier de doubleur est un métier de l'ombre, trop souvent sous-estimé. Ces personnes que je viens de citer ont incarné des personnages des plus grands, des plus importants, des plus spéciaux. J'entends déjà les gens me dire que la VO peut permettre d'apprendre des langues. Mais apprenez-vous vraiment une langue en ne regardant que les sous-titres? Est-il vraiment productif d'apprendre de cette manière? Bien sûr que non. Au lieu de vous concentrer sur votre série, vous allez vous concentrer sur les sous-titres et rater un moment important de votre série. C'est pour cela que pour une compréhension optimale, il vaut bien mieux prendre la version française. Ah, j'allais oublier, je n'ai pas encore parlé des détracteurs de la version française. Ceux qui disent que le travail de doubleur est médiocre et qui pensent qu'aucune passion ne les transcende. Ces acteurs, parce que oui, tout d'abord, les doubleurs sont des comédiens avec de vrais talents. Et ce talent permet de nous transmettre une expérience audiovisuelle tout simplement incroyable, en traduisant à la perfection toutes les intentions du personnage originel. Je terminerai en vous rappelant que la version française est là pour nous plonger dans un monde féerique, magique et même fantastique. Elle est là pour nous plonger dans un film d'1h30 qui va peut-être changer votre vision de la vie. Bien sûr, derrière ces voix se cachent de vraies personnes, de vrais acteurs, de vrais doubleurs,
qui sont là pour nous faire comprendre tout le sens du 7e art. Alors oui, aujourd'hui, je vous le dis, du plus profond de mon âme, du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur, il est essentiel pour la survie du doublage de regarder nos productions préférées dans notre langue natale. Alors aujourd'hui, je vous le dis, vive la réplique et vive la référence. Alors, maintenant, on se concentre et c'est au tour de ça. Une des grandes manies de notre espèce est d'enfermer les gens dans des cases. On met les personnes dans une boîte, on met une étiquette dessus, on referme le couvercle et on n'imagine même pas qu'ils puissent en ressortir. C'est un peu comme un grand chiffonnier avec des tiroirs, plein de tiroirs. Mais pourquoi mettons les gens dans des cases? Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que nous sommes tous uniques. Mais pourtant, inconsciemment, nous, les ados, nous nous regroupons par affinité. Comme par exemple le style vestimentaire, les goûts musicaux, nos états d'esprit, nos envies. Nous faisons généralement cela car on veut appartenir à une bande, pour se rassurer. Et entre nous, on met des étiquettes pour se moquer. Comme par exemple, le jeune boutonneux, c'est l'intello. Les piercings et les tatouages sont pour les sales et les drogués. Les BG ou les BLG sont populaires et j'en passe. Au cours de notre vie, nous remplissons énormément de formulaires beaucoup de fiches, car nos interlocuteurs ont besoin de nous répartir dans différentes cases pour mieux nous connaître, pour mieux nous aider. C'est pourquoi, en début d'année, les professeurs nous distribuent un formulaire et nous questionnent sur différents points. Sur les amis, la famille, nos activités extrascolaires, notre futur métier. Mais il y a aussi les médecins qui mettent les gens dans des cases. Pour mieux pouvoir diagnostiquer une maladie. Pour mieux connaître l'environnement d'un patient, pour savoir s'il a besoin d'aller à une maison de retraite ou si quelqu'un peut s'occuper de lui. Une autre raison pourrait être la compréhension du monde qui nous entoure. À un certain âge, la société veut qu'on se case, qu'on ait une vie bien rangée, qu'on ait une belle voiture, une maison, un mari, un chien, un chat, un poisson rouge. C'est très réducteur. Et je n'oserais pas dire que les jolies filles sont bêtes, que les gros sont des fainéants, et que les personnes à lunettes sont des intellos. Mais pourtant, il y a une toute petite part de vérité. Car les gros, à moins d'être malades, ne font pas de sport et mangent trop. Les jolies filles ont moins d'intérêt à s'enfermer dans les livres, car elles ont des facilités relationnelles. Et les personnes à lunettes ont intérêt à faire valoir leurs capacités intellectuelles. Et vous, dans quelle case êtes-vous? Le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans une case, difficile de sortir de ce carré dont les murs sont souvent, dans les côtés sont souvent comparés à des murs. Je veux pouvoir soulever le couvercle, sortir de ces cases pour me construire moi, car nous sommes tous uniques. Et bien maintenant, ça va être au tour de Léa. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous poser la question. La société française a-t-elle conscience de ce que les femmes subissent au quotidien? Tous les jours, de nombreuses femmes sont accostées, attaquées, sifflées, rabaissées par de nombreux hommes. Des hommes qui se sentent alors supérieurs à cause d'une société patriarcale. Et aujourd'hui, je suis ici devant vous pour dénoncer ça.
Comment peut-on en arriver là? Comment la femme peut être abaissée de cette manière? La société pourra-t-elle changer un jour? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus de la moitié des femmes n'osent pas marcher seules dans la rue. Et 82%, et oui je dis bien 82% des Françaises de moins de 17 ans ont déjà été victimes d'harcèlement de rue. Est-ce normal? Est-ce normal qu'une femme n'ait pas les mêmes égalités qu'un homme? Aujourd'hui je dis non. Non au harcèlement, non au sifflement, non au regard insistant, non à cette société qui ne fait qu'empirer, mais surtout non à ce type d'homme. Nous pouvons qu'espérer qu'aujourd'hui les choses changent enfin. En 1993, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a adopté la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il faut alors savoir, mesdames et messieurs, que ces violences peuvent prendre des formes très diverses, comme les violences domestiques, l'harcèlement, l'agression sexuelle, mais également le mariage précoce et forcé et la mutilation génitale. Toutes ces violences doivent changer, et je fais appel à chacun d'entre vous pour cela. Certains diront que c'est notre faute parce qu'on s'habille d'une certaine manière, ou parce qu'on mettra en valeur nos formes. Mais je m'adresse à vous, les hommes, car c'est à vous de changer votre comportement à l'égard des femmes. Je m'adresse également à vous, mesdemoiselles. Je vous incite à soutenir via Internet ou par d'autres moyens toutes ces femmes qui ont vécu ce genre de comportement, pour que, enfin, elles osent parler de ce qu'elles ont subi, ce qui n'est vraiment pas facile pour tout le monde. Ça peut être un réel traumatisme, ça peut détruire des vies. Certaines personnes ne se relèvent pas, malheureusement. Il est donc très important de se sentir soutenu par ses proches ou par des personnes qui ont vécu le même genre de choses. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, je pense que soit vous ou même des proches ont déjà subi ce genre de comportement. Il est donc important de réagir à tout ça et de protéger les personnes qui sont importantes à vos yeux. Mais ne voyons pas que mauvais côté des choses. Des mouvements comme #MeToo sont créés pour soutenir les femmes. Il y a également de temps en temps des manifestations dans la rue pour lutter contre ce genre de comportement. Pour finir, j'espère que dans les générations à venir, les choses vont enfin changer et qu'on respectera les femmes, qu'on ne les regardera pas comme des objets, mais comme des êtres humains. Car nous, les femmes, méritons autant de respect que vous, les hommes. Donc maintenant, on se concentre, ça va être à Léane. Être adulte, c'est être libre. Alors oui, être adulte, c'est être libre d'acheter de l'alcool, être libre de passer son permis, être libre d'arrêter l'école et travailler. C'est être libre d'aller n'importe où parce que quand on est adulte, on peut quitter le territoire. Mais surtout, être adulte, c'est être libre de pouvoir faire tout ce qu'on veut sans l'autorité parentale exercée sur nous depuis 17 ans. Bon, évidemment, vient s'ajouter à tout ça les déclarations d'impôts, les déclarations de revenus, les démarches pour une couverture sociale, une carte vitale, carte bancaire, l'ouverture d'un compte épargne, d'un compte bancaire, sans parler de la pression. La pression exercée sur nous par la société parce que être adulte, c'est forcément être mature, autonome, responsable, affranchi, assidu, enfin, tous ces trucs chiants que personne n'a envie d'être, mais continuons de croire que être adulte, c'est être libre. Bon, alors, dit comme ça, je pense que personne va me prendre au sérieux parce que j'ai 14 ans et j'y connais quoi, moi, en fait, à la vie d'adulte, mais alors prenons le problème dans l'autre sens. Je pense qu'on a déjà tous ici assisté à un repas entre adultes en pleine conversation avec des sujets aussi inintéressants et ennuyeux les uns que les autres. Et un humour qui régresse d'année en année. Alors franchement, qui ici a envie de devenir comme ça? Donc pour tous ceux qui ont hâte de devenir adultes, prenez du recul. Et ayez peur, parce qu'une fois qu'on devient adulte, aucun retour en arrière n'est possible. Bon, alors forcément, les premières années dans la fleur de l'âge, ce sera super cool parce qu'on sera vachement jeune et on pourra faire plein de trucs. Et pour la plupart, on aura encore nos parents à nos côtés, mais alors quand cette période elle sera terminée et qu'on sera tous prisonniers de l'horrible routine qu'est la vie d'adulte, qui fait que tous les jours seront les mêmes et se répéteront indéfiniment, se lever, manger, emmener les enfants à l'école, travailler, aller les chercher, manger, dormir, et on prend tout et on recommence, se lever, manger, emmener les enfants à l'école, travailler, aller les chercher, manger, dormir.
Enfin, forcément, parfois viendront s'y ajouter des moments de bonheur, mais un bonheur éphémère, un bonheur à court terme, un bonheur qui jamais ne viendra briser cette routine. Parce qu'au fond, cette routine, elle sera toujours là, mais alors, pour s'en sortir, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah rien. Parce qu'en fait, on peut rien faire. Et c'est pour ça qu'on doit en profiter au maximum maintenant, qu'on doit en profiter avant que le temps nous rattrape et qu'on soit tous piégés à jamais. Pour que plus tard, on puisse se retourner sur notre passé et dire qu'on a vécu. Parce qu'un jour, toute cette vie-là sera derrière nous et que les belles histoires, bah, on n'en parle qu'au passé. Alors, on va accueillir maintenant Oliver. Mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui 2,7 millions d'années, en Afrique, l'Homo habilis, dit l'homme habile, aurait inventé le premier outil destiné à faciliter la vie de son utilisateur. En effet, cet outil, appelé chopper, servait à dépecer des charognes afin de se nourrir et pouvait également nettoyer et récupérer les peaux pour se protéger du froid. Alors en 2,7 millions d'années d'existence sur cette Terre, 2,7 millions d'années de travail, 2,7 millions d'années de recherche et d'études, tant bien que de loisirs, je me demande aujourd'hui si la technologie évolue trop vite. Oh, et puis non, je ne me pose même plus la question. Il est évident que la technologie évolue très rapidement, et pour cause. L'espèce humaine a fait des progrès considérables depuis son apparition sur Terre. Comme nous pouvons le constater dans le domaine de l'aérospatial, seulement 60 ans nous séparent du jour où nous avons envoyé un satellite dans l'espace pour la première fois. Et regardez-nous, aujourd'hui, nous sommes en phase d'aller coloniser la planète Mars. Nous arrivons à prendre en photo des trous noirs, et nous parvenons même à remonter jusqu'aux origines de l'univers avec un télescope. Vous vous rendez compte? Vous, qui pensez que la technologie évolue lentement. Il est vrai que je ne sais pas si vous vivez dans un château datant du XVe siècle, ou si votre mode de vie marginal est un choix. Mais à moins que vous ne fassiez partie des 22% de Français n'ayant pas accès au Wi-Fi en France, il est inconcevable que vous puissiez dire que la technologie évolue lentement. Et je compte bien vous le prouver. L'avancée des connaissances et du progrès technoscientifique sont très élevées, de plusieurs ordres de grandeur. Plus grands que l'évolution des espèces ou l'échelle de temps géologique. En seulement quelques 100 années, nous sommes passés de l'attraction animale à l'exploration de l'espace. La communication via le service postal, à Skype et au téléphone mobile. Un siècle est aussi court que la durée d'un flash à l'échelle géologique. Des constats similaires peuvent être faits pour l'évolution d'autres appareils. Comme chez les ordinateurs, nous sommes passés du gigantesque ZUS 3 au MacBook Air, l'écran cathodique du téléviseur à l'écran numérique haute définition, et l'éclairage de la lampe à huile à l'ampoule d'aide. La technologie évolue rapidement et les produits commerciaux qui en sont issus suivent la même tendance. Chaque marque lançant méthodiquement, régulièrement de nouvelles versions de ses produits, ou plus simplement de nouveaux produits, forçant nous, les consommateurs, une tentation avide et un excellent filon économique pour les industriels et les commerçants. Mais en réalité, toute chose n'est qu'une question de relativité, sous prétexte que chaque personne aura son opinion sur le sujet abordé. Ainsi, le brillant scientifique qui aura mis au point un vaccin contre le sida se plaindra toujours que celui-ci évolue trop lentement, de même pour la personne atteinte de cette maladie ou bien pour le citoyen qui veut que ses enfants vivent sur une planète saine. Cependant, ce même scientifique qui aura cette fois inventé une puce implantée dans notre cerveau, capable de retranscrire ce que nous voulons rechercher dans une barre de recherche Google, dira également que cette technologie évolue trop lentement. Mais il n'en sera certainement pas de même pour les autorités responsables de la commercialisation des nouveaux produits, ou bien ces personnes qui vont proclamer que la technologie évolue trop vite, mais qui ne se privent pas de posséder le dernier iPhone.
En somme, cette évolution techno-industrielle stimule la tendance spontanée et la satisfaction des êtres humains à consommer. Mais elle les force en plus à acheter de nouveaux produits, obligés qu'ils sont de mettre à jour leurs anciens systèmes qui deviennent démodés, inadaptés, incompatibles ou qui ne peuvent simplement plus être réparés. Et c'est sans parler de la durée de vie courte ou volontairement limitée des biens matériels, tel le problème de l'obsolescence programmée, une ineptie scandaleuse. Et c'est tout cela qui nous pousse à consommer davantage, de sorte que nous soyons dans l'obligation de renouveler les anciens produits et d'innover en réponse à cela. Ce sont d'ailleurs les progrès remarquables que nous avons effectués au cours de ces 100 dernières années qui prouvent que la technologie croît rapidement. Mais je serai réellement impressionné par la technologie le jour où l'on pourra télécharger du chocolat. Merci de nous voir. Alors maintenant, ça va être au tour de Maïssa. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. La France, en ce temps-là, mit à exécution la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, dans son premier article, stipule bien que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et même si vous ne voyez aucun souci, aucun problème dans ce que je viens de vous conter, moi, j'en vois un. Cette injustice au sein même de notre justice est ce pourquoi je me tiens devant vous en ce moment. Ne vous a-t-on jamais dit que tous les hommes naissaient et demeuraient libres et égaux en droit? Je suis persuadée que si, mais peut-être que nos pères fondateurs ont oublié, avec l'inadvertance, bien évidemment, la personne qui les avait mis au monde. Et oui, leur père, sans aucun doute. Car ce sont tous les hommes qui portent leur progéniture durant 9 mois. Ce sont tous les hommes qui subissent les contractions pour donner la vie à leurs enfants. Ce sont tous les hommes qui se lèvent la nuit pour donner le sein à leurs enfants, pendant que leur tendre épouse dorme. Reprenez-moi si je m'y perds, mais ce ne sont pas eux les hommes qui se doivent de garder un foyer chaleureux et douillet pendant que leur femme s'acharne au travail. Car nous sommes tous d'accord pour dire que la place de l'homme est à la cuisine. Pas vrai, messieurs? Chaque mois, nous le savons, arrive cette période tant redoutée, mais que nous ne pouvons négliger car elle est totalement naturelle. Et oui, n'avez-vous donc jamais remarqué que nos confrères qui ont le même cursus scolaire, les mêmes qualifications, qui font le même travail avec le même nombre d'heures, gagneront au final toujours moins que les femmes? Mesurez-vous la gravité de la situation? À quel point les hommes devraient être à plaindre? Trouvez-vous cela normal? Je vous le demande. Eh bien oui, je vous le dis, puisque personne, oh non, personne n'ose faire cela. Ces pauvres hommes, qui ont un salaire ridicule, car c'est le mot pour décrire ce qu'il est, doivent s'en contenter au quotidien. Nous vivons et épanouissons dans le pays de Molière. Quel beau pays, vous ne trouvez pas? Ce si beau pays gouverné uniquement par de fortes et puissantes femmes, nous le savons tous. Je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant qu'aucun spécimen masculin, en 63 ans de démocratie en France, n'a jamais été élu président de la République. N'est-ce pas là, messieurs, quelque chose de normal? Que devons-nous déduire de cela? Est-ce que la vie politique des hommes aurait moins de valeur que celui des femmes? Est-ce que les hommes ne devraient pas être autant impliqués dans la vie politique de l'État? État dans lequel ils résident et payent des impôts, je vous le rappelle. Mais comme je vous l'ai dit, rien de plus banal, n'est-ce pas? Vous serez tous d'accord, messieurs, pour me dire la chance que vous avez au quotidien de vous instruire. Car essayez, rien qu'une seconde, de vous souvenir de ces petits garçons qui dans le temps ne pouvaient pas aller à l'école, mais à qui vous apprenez la couture et la cuisine. Ces petits garçons, ces jeunes hommes, n'ont pu aller à l'école qu'à partir des années 1850. Alors, banal, n'est-ce pas? Et pour finir, la chose la plus banale d'entre toutes, fermez les yeux et imaginez-vous la scène. Vous êtes un jeune homme qui marche dans votre ville, l'heure est tardive. Tout à coup, vous apercevez une femme. Cette femme vous suit depuis un bon quart d'heure. Une chose en attendant une autre, vous vous retrouvez malheureusement en possession de ce que l'on appelle un embryon. Cette chose qui grandit dans votre ventre pendant 9 mois. Eh bien, figurez-vous qu'avant le 17 janvier 1975, il vous était totalement impossible de vous faire avorter. Un avortement, c'est une interruption volontaire d'une grossesse, engendrée par plusieurs facteurs, comme des maladies ou des viols, qui sait. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus. En revanche, écoutez bien ce que je m'apprête à vous dire. Pour certaines de nos chefs politiques féminines, il est totalement normal que l'on impose à un homme de garder,
Porter et élever un enfant, ce qui, entre parenthèses, est compliqué si on tient compte de ce qui sert de salaire. Mais comme je vous l'ai dit, rien de plus banal, n'est-ce pas? Pour conclure, je tiens tout d'abord à vous dire que je ne me considère pas comme étant féministe, car c'est un bien grand mot pour mon jeune âge. En revanche, je soutiens des féministes qui, chacune à leur manière, ont fait changer les choses. Je parle de Michelle Obama, Meghan Markle, Simone Veil et Emma Watson. Comme un certain Victor Hugo l'a dit, dans ce siècle qui a pour voie d'achever la Révolution française et de commencer la Révolution humaine, l'égalité des sexes faisant partie de l'égalité des hommes, une grande femme était nécessaire. Et personnellement, j'espère pouvoir devenir cette grande femme dont il fait les éloges. C'est après vous avoir énuméré tout cela que je remercie tout simplement Dieu, mon créateur, d'avoir eu l'honneur d'être une femme. Merci à vous. Maintenant, ça va être le tour de Grégoire. Peut-on encore boire de l'alcool? Tomber dans l'alcoolémie peut être mieux que tomber dans la toxicomanie ou tomber dans un ravin tout court. Moi, je suis pour qu'on puisse encore boire de l'alcool, ne pas en abuser jusqu'à ce que notre foi se transforme en éponge. Mais comme on dit, avec une bouteille, tout est si rose et si rose. L'alcool réunit, c'est pas une blague. L'alcool fonde vraiment les amitiés. Prenons l'exemple de mon cousin. Il était seul dans une ville sans copains. Et le soir, il décida d'aller boire un verre dans un bar. Il prenait un verre de sus, comme bon jurassien. 3 mecs viennent derrière lui et lui disent « Excuse-moi, tu viendrais pas du Jura ?» Et pour dire « Comment tu sais ça ?» Et ils finissèrent la soirée à rigoler, sympathiser et bien sûr à boire. L'alcool sert aussi à festoyer les grandes occasions. Les mariages, les anniversaires, les Noëls qui nous servent de ravitaillement. La Saint-Patrick, eh bien, et quant à l'heure d'hiver, nous passons à la fête de la bière. Il n'y a pas que des alcooliques qui boivent pour boire. Il y a aussi des viniphiles, de grands amateurs de vin qui sont prêts à mettre une fortune dans des Saint-Émile au Grand Cru, des Château Fleurs Pétrus et d'autres vins à milliers d'euros. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à leur endroit de votre douleur. L'alcool ne console en rien. Il ne remplace pas le manque de Dieu. Il ne déstabilise pas les espaces psychologiques de l'individu. L'alcool ne console pas l'homme. L'alcool conforte l'homme dans sa folie. Il le transporte dans ses régions souveraines où il est maître de sa destinée. Mais ça, ce n'est pas de moi, c'est de Marguerite Duras. Alors, mesdames et messieurs, prenez vos décapsuleurs et vos tire-bouchons et allons faire connaissance. Bien, alors on va poursuivre avec... Bon, là, je vais certainement plomber l'ambiance, mais mesdames, messieurs, chers jurys, j'ai une question pour vous. Vous est-il déjà arrivé de vouloir partir? Partir loin, très loin. Prendre votre valise, prendre le premier train et vous en aller. Loin des tracas quotidiens, loin de vos problèmes et surtout, par-dessus tout, loin des autres. Je pense que vous comme moi, nous en avons tous rêvé un jour. Mais il y a quelque temps, je me suis posé certaines questions et j'aimerais vous en faire part maintenant. Peut-on exister sans les autres? Peut-on être sans les autres? Peut-on s'accomplir sans les autres?
Peut-on simplement prendre notre valise et se couper radicalement du monde? Car oui, l'autre est souvent ramené à un enfer ou à un prédateur. Mais n'est-il pas superficiel de s'en tenir à ses jugements? N'est-il pas superficiel de vouloir démontrer qu'une vie sans l'autre est possible? Mesdames, Messieurs, j'entends vous démontrer, armés de la plus solide, la plus profonde des convictions, que l'on ne peut pas simplement prendre notre valise et se couper du monde, qu'il nous est impossible d'être, d'exister ou de s'accomplir sans les autres. Oui, ces autres, ceux-là même qui sont à l'origine de vos pires blessures, de vos fêlures, de vos souffrances les plus intimes, ceux-là même qui nous ont blessés, déchirés, brisés parfois. Ceux-là même dont un grand écrivain philosophe, Jean-Paul Sartre, ça fait un petit peu pompeux, mais a pu dire dans sa pièce de théâtre que tous ces regards qui me mangent, pas besoin de grille. L'enfer, c'est les autres. Mais si cette nature humaine de l'autre est infernale, prédatrice, doit-elle pour autant définitivement, radicalement nous répugner? Doit-elle nous inciter à ne voir qu'en l'autre un danger potentiel? La réponse est non. Car Jean-Paul Sartre lui-même a expliqué ce qu'il fallait entendre par cette phrase, en observant qu'il existe quantité de gens qui sont en enfer parce qu'ils dépendent des autres. En ce sens, l'autre est enfer dès lors qu'il a sur moi l'emprise la plus totale. Êtes-vous en enfer? L'on ne peut, par simple crainte de l'autre, s'enfermer dans une solitude qui nous paraîtrait si protectrice, si attrayante. C'est une fausse solution que de penser cela. On ne peut se découvrir soi-même, prendre conscience de soi, que par les autres. Pour exister à mes propres yeux, je dois exister aux yeux des autres. D'ailleurs, cette nécessité vitale de l'autre est établie par des études universitaires des plus reconnues. La première que je vous citerai est l'étude de Abraham Maslow sur la hiérarchisation des besoins, dans laquelle il établit que les besoins de l'homme passent nécessairement, directement ou indirectement, par les autres. La seconde étude dont je vous parlerai a été menée par des chercheurs de Harvard durant près de 75 ans. Et ils essaient de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui nous maintient heureux et en bonne santé durant notre vie? Je vous laisse deviner la réponse. Eh bien oui. Oui, des relations de qualité avec les autres nous permettent non seulement d'être heureux, mais accroissent la durée de notre vie. Enfin, mesdames et messieurs, chers camarades, l'homme est un animal social. Cette citation, c'est encore un peu pompeux, d'Aristote, correspond parfaitement à notre thème. Peut-on exister, être, s'accomplir sans les autres? Eh bien, non. Non, car les autres sont essentiels à notre bonheur, ils sont essentiels à notre être et à notre construction. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous dis, mesdames, messieurs, chers camarades, qu'en fait, l'enfer, c'est nous. Et donc, on accueille maintenant Ève. Ah oui, le masque.
C'était un lundi soir comme les autres. Pour Alisha, une jeune adolescente âgée de 14 ans, comme la majorité d'entre nous d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on l'attaque. C'étaient ses propres camarades de classe. C'étaient deux adolescents, imprudents, immatures et irresponsables, qui la frappèrent et jetèrent dans la Seine où elle se noya. Ces agresseurs, ces criminels, et je dirais même ces monstres, avaient publié des photos privées d'Alisha sur les réseaux sociaux. Depuis cette terrible tragédie, une polémique a refait surface. Devons-nous, oui ou non, supprimer l'usage des réseaux sociaux? Non. Certes, quelques risques restent présents sur les réseaux sociaux. Néanmoins, des alternatives peuvent être prises en main, à défaut de prendre une décision radicale qu'on pourrait tous, je dis bien tous, regretter. Par exemple, on nous reproche souvent d'y être addicts. Pourquoi ne pas instaurer un temps d'écran qui nous limiterait toute application à partir d'un certain temps d'utilisation? Car pour ma part, et je ne pense pas être la seule, ils sont essentiels dans ma vie. Comme vous le savez, puisque vous êtes comme moi des adolescents, nous n'écoutons pas la radio ni regardons des chaînes d'information à la télé, ou très peu. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont un bon moyen pour nous informer, suivre l'actualité, faire des recherches. Pour ma part, j'avais découvert le crime de Alisha sur Instagram. Et après, bien sûr, je suis allée vérifier mes informations, car les fake news sont présentes de partout. Ensuite, pour parler de la situation sanitaire du moment, n'êtes-vous pas d'accord qu'ils ont été un réel soutien moral pour nous tous? On voyait du monde, notamment sur TikTok, où ils dansaient, riaient, s'amusaient, et ça nous changeait les idées. Enfin, pour finir, j'aimerais tout de même en revenir à Alisha, car je sais, nous savons que ce crime est impardonnable. Cependant, il ne justifie pas une telle décision, car elle ne ramènera malheureusement pas Alisha à la vie et n'empêchera pas d'autres monstruosités pareilles se reproduire. Tout repose sur une question de principe et de valeurs inculquées par l'éducation. Les réseaux sociaux ne sont pas les criminels. Le réel coupable est l'éducation de ces adolescents. Alors pourquoi? Pourquoi les supprimer? Dire qu'ils sont la cause de ces tragédies revient à se voiler la face. Car comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Merci Ève. Merci Ève. Maintenant, on reste concentré. On accueille Salomé. Lire est-il une perte de temps? Voilà la question que l'on m'a encore posée aujourd'hui. C'est vrai quoi? On nous a quand même appris à lire depuis notre plus tendre enfance, on nous a quand même appris à comprendre les mots, à les lire, à les écrire. Et puis bon, lire c'est quand même la base de tout. Si tu sais pas lire, tu peux rien faire. C'est vrai que se poser encore la question de si lire est une perte de temps, c'est normal quoi. Parce que je pense quand même pas qu'on nous a appris tout ça seulement pour être capable de lire à l'arrière d'un sachet de pâtes. Mais c'est vrai qu'on a perdu ce goût, le goût de lire. Puis on a perdu le goût de beaucoup de choses parce qu'on passe nos heures et des heures sur les réseaux sociaux à admirer la vie soi-disant idyllique des gens. Et puis j'aimerais retrouver en fait ce goût de lire, cette excitation de pouvoir tenir entre mes mains cet ouvrage et d'avoir qu'une envie, c'est de le lire pendant des heures durant. J'aimerais retrouver le goût de rien que de m'asseoir sur une chaise longue et de tenir un verre de limonade et puis lire mon petit livre froissé par mes mains humides après m'être baignée. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment perdu ce goût-là. Et puis, beaucoup de gens, ils voient en fait dans cet ouvrage qu'il y a un simple tas de papier qui est recouvert par une couverture, mais pour moi c'est bien plus que ça. C'est des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases, qui forment des chapitres, et ça rassemble en fait un objet magique qui contient entre ces lignes mais des tonnes et des tonnes d'informations qui peuvent être historiques, philosophiques, et j'en passe. Lire, ça nous ouvre également des possibilités innombrables que les films ne peuvent pas forcément nous transmettre. Je parle par exemple du vocabulaire. C'est dans les livres qu'on apprend tout, c'est dans les livres qu'on apprend les mots qu'on connaît maintenant. Et puis, j'ai appris il y a quelques temps
qu'on avait supprimé les mots trop compliqués du répertoire littéraire pour que les jeunes ils arrivent à mieux comprendre ce qu'ils lisent. Mais comment voulez-vous qu'on apprenne du nouveau vocabulaire, que l'on enrichisse notre vocabulaire, si le seul mot qu'on lit sont ceux que nous connaissons déjà? Lire, ça nous apporte également une imagination débordante. Quand on arrive à ouvrir un livre, on se plonge à l'intérieur et on arrive à s'imaginer les choses à notre propre façon. Et je trouve ça incroyable. Par exemple, j'imagine là cette petite table basse rouge sur laquelle se trouve une lampe à huile, une esquisse des Fleurs du Mal de Baudelaire et un verre d'eau presque vide. Tout à coup, on me dit qu'un homme rentre dans la chambre. Je me tourne donc sur ma gauche et je le vois passer le pas d'une grande porte de bois en chêne au milieu d'un mur tapissé fleuri. L'homme s'avance un petit peu, il est assez grand, environ 1m85. Il est brun avec les cheveux parsemés de mèches blanches à quelques endroits. Il est très pâle, il a les yeux noirs dans lesquels on croirait se perdre quand on le regarde trop longtemps. Il a quelques rides au coin des yeux et sur son front qui trahissent une certaine vieillesse dont il a quelque peu honte. L'homme passe le pied de mon côté de la porte et il ne me regarde pas directement, ou du moins il n'ose pas. Il s'approche d'un pas hésitant vers moi et il se met à me parler. Tous ces détails décrits sur un futile bout de papier, une autre personne les irait imaginer totalement différemment. Et c'est ça que j'aime, c'est de me dire que chacun puisse laisser son imagination vagabonder et qu'il puisse imaginer les choses à leur propre façon. Mais lire, ça reste pour moi une des activités les plus importantes dans l'éducation. Et j'ai commencé un livre récemment qui s'intitule Les mots de Jean-Paul Sartre, où il y parle de sa vie et de l'influence des mots sur la sienne. Et j'aimerais vous lire un petit extrait. Je n'ai pas gratté la terre ni quêté les nids, mais les livres ont été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable et ma campagne. La bibliothèque, c'était comme le monde pris dans un miroir. Les mots me résistaient à la manière des choses, il fallait les observer, en faire le tour, feindre de m'éloigner et revenir brusquement pour les surprendre de leur regard. Les personnages surgissaient, sans crier gare, ils s'aimaient, s'entrégorgeaient. Comme il l'explique si bien dans ce texte, les livres, ils sont à apprivoiser, ils sont à déchiffrer. On y découvre des sentiments, des émotions inconnues au travers de leurs lignes. Et c'est ça, lire. C'est découvrir, c'est ressentir, et c'est loin d'être une perte de temps. Merci. On va poursuivre cette finale avec Juliette. Aujourd'hui, je me posais une question. Vaut-il mieux vivre ses rêves ou rêver sa vie? Selon moi, vivre ses rêves, bien sûr. Non, je ne vais pas vous blâmer si vous avez hésité. Mesdames et messieurs, quel est votre plus grand rêve? Quelle est la chose que vous aimeriez qu'elle advienne? Car oui, nous avons tous et toutes de grands rêves. Cependant, très peu de personnes osent, de peur d'échouer, de concrétiser, et même de sauter dans l'inconnu. Mais un conseil, osez, car vous pourriez aimer. Et si vous me tentez, vous pourriez le regretter. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. De nombreuses citations ont été écrites pour vous dire d'oser. Et même les Anglais s'y sont mis. Believe in you sous-entend que pour réaliser vos rêves, il faut croire en vous. Rêver est facile, c'est un monde propre à vous. Tout cela est dans votre esprit. Mais ceci ne fut la réalité. Il est bien plus compliqué et difficile d'avoir le courage d'oser. Cependant, c'est concret. Rêver n'est qu'une illusion éphémère qui vous plonge dans une triste réalité. Alors oui, si vous préférez rester dans votre lit à rêvasser toute la journée, que bien vous fasse. Mais personnellement, je ne suis pas de cet avis. Car vouloir, c'est pouvoir. Vous pouvez réaliser de grandes choses. Les seules limites sont celles que vous fixez. Préférez-vous rêvasser toute votre vie
sachant que des milliers de possibilités s'offrent à vous? Vous en êtes capable. Vous exaucerez tout ce que vous voudrez, si vous y mettez un brin de volonté. Tout cela pour vous dire que depuis peu, j'ai pris conscience que rêver ne suffit pas, rêver ne suffit plus. Dans la vraie vie, celle où tout n'est pas rose, où il faut travailler pour exceller, le rêve n'a absolument pas sa place. De nombreuses personnes se perdent à trop rêver. Ils en oublient la réalité, la vraie réalité. Et nous oublions trop souvent que nous n'avons qu'une seule vie et qu'il ne s'agit pas de vivre la meilleure vie, de souffrir le moins, mais de lutter chaque jour un peu plus pour avoir la vie dont nous avons toujours rêvé. Il n'y a que deux conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Et pour notre dernière finaliste, donc Inès. Donc, avant de commencer, je vais simplement demander aux personnes qui sont placées devant de faire en sorte de ne pas rire trop fort, pour permettre aux personnes qui sont, elles, placées derrière, d'entendre ce que j'ai à vous dire. Car aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu drôle, d'un sujet un petit peu comique, même hilarant pour certains. Aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler de la mort. Mort, de honte, de soif, d'amour, de tristesse, ou encore de peur. Nombreuses sont les expressions que l'on utilise au quotidien sans réellement s'émouvoir. Et pourtant, ces dernières semaines, on a soumis une proposition de loi à l'Assemblée concernant le droit à l'euthanasie. Cette proposition, elle, a suscité beaucoup de débats et d'émotions. L'euthanasie est souvent qualifiée comme un suicide assisté. Mais est-ce réellement le cas? Qu'est-ce que l'euthanasie? Dans une idéologie moderne, l'euthanasie est une pratique provoquant la mort d'un malade inguérissable sous contrôle médical. Dans ce débat, deux camps s'affrontent. Les partisans de l'euthanasie et les défenseurs de la vie à tout prix. Et pour autant, à l'heure même où je vous parle, le constat est le même. La France n'autorise toujours pas ces malades incurables et inguérissables, je le répète, à mettre fin à leur vie dignement. Certes, posant des problèmes d'éthique et de moralité, la cause est rejetée par les institutions philosophiques et religieuses qui la qualifient d'un meurtre immature, d'un meurtre sans aucun intérêt, voire même d'homicide. Mais dans un monde, dans un pays, en France, où la liberté est prônée et défendue, je vous le demande, mes chers camarades, pourquoi ne pourrions-nous pas obtenir la liberté suprême, celle de choisir notre mort? Car la liberté de mourir dignement est une liberté légitime, une liberté primordiale, une liberté qui nous est due. Oserais-je vous citer le philosophe Nietzsche qui disait « Mourir fièrement lorsqu'on ne peut plus vivre fièrement ». Mettons-nous à la place de ces personnes en phase terminale de leur vie, de ces personnes en phase terminale de leur maladie. Ces personnes, pas tout à fait mortes, mais pas tout à fait vivantes non plus. Et ici, je ne vous parle pas d'un épisode de The Walking Dead, mais bien de ces malades paralysés, perdant l'usage de leurs membres et de leurs sens. Ces malades prisonniers de leur corps. Qu'en est-il lorsqu'ils ne sont plus remplis d'espoir
et de vie, à quoi bon s'acharner? N'ayons plus peur de voir et de qualifier la mort comme une fin tragique, douloureuse, mais apprenons à la préparer pour mieux la vivre et qualifions-la comme une porte de sortie pour ces personnes souffrantes. La mort peut les délivrer d'une survie douloureuse et sans espoir de guérison. Anne Berthe, une écrivaine française qui fut atteinte de la maladie de Charcot, fut obligée de partir en Belgique pour avoir recours à une mort assistée. Voici un extrait de sa dernière lettre. C'est hors frontières et en femme libre qu'il sera mis un terme à l'horreur et aux tortures physiques et morales de mon emprisonnement avec l'aide des médecins volontaires. Ce choix si difficile, rendu possible, apaise mes derniers mois à vivre. Depuis 1792, la tentative de suicide n'est plus un crime. Et pourtant, si le suicide n'est plus condamnable, l'assistance à la mort consentie, je le répète, relève du code pénal. Alors, s'il est vrai que nul n'a le droit d'interrompre la vie de quelqu'un, personne, et je dis bien personne, n'a le droit d'obliger quelqu'un à mettre fin, d'obliger quelqu'un à vivre dans notre souffrance. Alors, j'ai certainement plombé l'ambiance, et j'espère que vous, en tout cas, vous n'êtes pas mort d'ennui. Mais laissez-moi terminer en vous posant cette ultime question. Si un jour, vous aussi, vous deviez vous retrouver enfermé, seul, avec une affreuse souffrance et sans espoir de guérison, seriez-vous disposé, vous aussi, à ouvrir les yeux sur la mort? Merci beaucoup. Et donc on va annoncer maintenant le podium de cette finale du concours éloquence. Et donc en troisième position, Inès. Avec deux cadeaux un peu particuliers parce que vous êtes sur le podium. Enfin en deuxième position, Léane. Et le suspense est insoutenable pour vous annoncer que le premier sur le podium, c'est Grégoire. Alors, au vu du thème de la prestation de Grégoire, il va tous nous offrir à boire dès demain, parce que du coup,